Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Édouard Mélan, CEO de H Moser SI. Bonjour Édouard. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Et donc Plaisir. Aujourd'hui, justement dans cette vidéo, on va découvrir un peu la marque H Moser et on va aussi découvrir les nouveautés que tu as présentées du coup à l'occasion des Watches & Wonders. Il se trouve qu'on est dans le stand H Moser SI au salon des Watches & Wonders. Ma première question, c'est que faisais-tu avant de reprendre la marque Moser ? Alors moi j'ai grandi un peu dans l'horlogerie, comme pas mal de personnes dans cette industrie. C'est vrai que j'ai grandi à la Vallée de Joux, qui est quand même un des hauts lieux de la haute horlogerie en Suisse, avec des marques comme Audemars Piguet, Breguet, Blancpain et autres, Jaeger-LeCoultre. Et ma famille était dans l'horlogerie depuis plusieurs générations. Et mon père en particulier a été CEO d'Audemars Piguet pendant près de 20 ans. Okay. Et à la retraite, on a décidé avec la famille de reprendre une marque indépendante. Et on n'aurait jamais pensé partir jusqu'à Chafouz, qui est vraiment de l'autre côté de la Suisse, la partie suisse-allemande. Et puis, mais on a eu cette opportunité de prendre quelque chose qui nous paraissait qu'on ne pouvait pas refuser. Alors, il y avait beaucoup de problèmes chez Moser, mais on s'est dit peut-être qu'on arrivera à faire mieux. Voilà, on a démarré en 2012. Moi, mon background, je suis ingénieur à la base. Et puis, j'ai travaillé dans différentes industries. J'ai commencé dans le conseil avant d'aller dans l'industrie horlogère, puis d'aller dans la téléphonie mobile et de revenir dans l'horlogerie. J'ai fait différentes choses. J'ai fait aussi un MBA en finance, donc j'ai un profil assez, je pense, assez polyvalent. Ok. Et, mais comment t'es venue cette passion pour l'horloge ? Ça, c'est vraiment de mon enfance. Moi, j'ai grandi où on parlait de montres, on voyait des montres. Enfin, mon père nous amenait aussi dans les ateliers. Enfin, je pense que c'est quelque chose. Aujourd'hui, je travaille avec mon père au board, mais aussi avec mon frère qui s'occupe des filiales de Moser, de Dubaï, de Hong Kong et de New York. Okay. Donc, c'est vraiment un projet familial. Quelles sont tes missions chez Moser ? Moi, je suis un peu le gardien, mais d'un peu de tout. Donc, on a une équipe de vente, on a une équipe de marketing, on a une équipe de finance, on a une équipe de services après-vente, de production. Donc, je chapeaute tout ça. Ouais. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'en fait, mon rôle, c'est la relation client. Je suis s'il y a un problème, c'est moi qui dois le gérer. On est un peu tous dans l'organisation, responsables de notre clientèle, d'amener le meilleur service. S'il y a un problème, et ça arrive, on est là, on doit répondre, on doit s'excuser, trouver une solution. Et là, je dois donner exemple. Après, c'est vrai qu'on a toute une partie stratégique. Je veux dire, où est-ce qu'on veut amener la marque ? Comment on la développe ? Est-ce qu'on intègre ? Est-ce qu'il faut racheter investir dans certains aspects de notre production ou d'intégrer la distribution, ouvrir des boutiques ? Là, on a un concept qui est nouveau pour nous, qu'on va implémenter dans les premières boutiques qu'on va ouvrir à travers le monde. Okay. C'est une étape pour nous. Et ça, c'est une discussion que, bien sûr, je dois gérer, mais j'ai la chance de travailler, comme je disais, avec mon frère et une équipe assez jeune et dynamique qui est avec moi depuis maintenant pratiquement 10 ans. Ouais. Le comité de direction Moser, on est les mêmes, on s'entend super bien, on a les mêmes idées. Il y en a qui sont partis entre-temps parce que justement ils n'étaient pas alignés et ça a permis de créer un cœur de personnes qui vraiment arrivent à s'approprier la marque. Est-ce que relancer la marque Moser a été compliqué ? Parce que oui. Moi, je ne l'ai pas relancée, je l'ai reprise à un moment où ça faisait déjà. Moser est une marque qui date de 1828, qui a été en. Oui, mais qui a été dans différentes mains jusqu'à dans les années 1980. Il y a eu peut-être 20 ans où il n'y a pas eu de monde, pas beaucoup de monde produite. Et ensuite, 2005, la famille Moser, avec des entrepreneurs, ont relancé. Ouais. Malheureusement, après 7 ans, ils avaient trop de problèmes financiers. Ils partaient en faillite et c'est là qu'on a repris. Donc oui, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, mais c'est moins compliqué que de relancer. En fait, tu reprends un projet qui est existant avec des choses bien, avec des choses moins bien. La difficulté, c'est de définir qu'est-ce qui est bien et qu'on garde et qu'est-ce qui est pas bien et qu'on jette. Et ça a été un peu le process. Bien sûr, on découvre plein de choses il y avait des problèmes de qualité, il y avait des problèmes de produits exceptionnels, mais qui étaient beaucoup trop chers à fabriquer. Il y avait plein de choses qui étaient totalement ce à quoi on ne s'attendait pas. Même après une due diligence, après une analyse du projet, on y allait un peu par passion. Et puis c'est vrai que après, c'était du travail. Maintenant, ça fait 10 ans, on va fêter les 10 ans cette année. Dans un premier temps de nettoyer tout ça et ensuite de reconstruire. Ouais. Donc pas facile, mais un beau projet. Ça c'est clair. Moi ce que j'aime beaucoup chez Moser, c'est le fait que vous soyez totalement décalé et que vous faites des montres, comme par exemple la montre qui ressemble à l'Apple Watch, comme la montre que tu as sortie avec le fromage.
mais qui cassent les codes. Alors ça, c'est des concepts. Oui. C'est des concepts qui avaient pour but d'exprimer une idée en message. La Swiss Alpwatch, c'était vraiment pour se positionner par rapport au trend de la montre connectée. Ouais. La montre au fromage, c'était vraiment au moment où on a changé la loi autour de ce qu'est le Swiss Made, on voulait positionner Moser. On a dit voilà, nous on fait plus de label Swiss Made parce qu'on est 100% suisse. On n'est pas un label Swiss Made et pour nous une sorte c'est un peu un secret de polichinelle où on dit voilà, il faut que 60% de la valeur soit faite en Suisse. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux pratiquement te fournir de composants en Asie, mettre un horloger derrière et puis avoir une montre Swiss Made. C'est pas les valeurs de Moser. On a voulu l'exprimer au travers de la montre en fromage. Donc c'est vrai que certaines personnes nous ont vus comme étant un peu les activistes, un peu clowns de l'horlogerie, alors que ceux qui ont vraiment compris le message ont vu que derrière il y avait des valeurs de tradition qui nous tiennent à cœur. Et ces gens-là ont créé la communauté Moser qui est devenue aujourd'hui une grande communauté très active qui supporte tout ce qu'on fait. Quelle a été la première pièce que vous avez relancée? Alors, comme je disais au début, à la base, pour moi, le plus gros travail les premiers mois, même peut-être la première année ou les 2 premières années, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on garde. Et il y avait des mouvements exceptionnels, il y avait des finitions magnifiques. C'était un peu vieillot, c'était un peu poussiéreux. Et je dois dire que quelque chose qui est... Alors là, j'ai quelque chose qui ressemble. Le moment clé en 2000, je crois que c'était 2014 ou 2015, c'est quand on a sorti la Endeavour Perpetual Calendar Funky Blue. Ok. Parce que la Endeavour Perpetual Calendar existait déjà depuis 2006. On a gagné le Grand Prix de Genève en 2006, mais c'était cadran argenté, or blanc, avec un bracelet noir. Donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel. C'est un mouvement magnifique, mais tu mets ça à côté d'une Calatrava, une Patrimony ou des grandes marques, les gens vont acheter les grandes marques. Même si le mouvement est exceptionnel, la finition est exceptionnelle, il manquait le petit twist. Et en fait, on a créé cette montre où on a remplacé le cadran argenté par un cadran fumé qu'on a appelé le Funky Blue, donc bleu électrique fumé, donc avec le dégradé, et un bracelet en coudou. Et tout d'un coup, ça a été la révélation parce que c'était cette montre, oui, traditionnelle, mais funky en même temps. Et en fait, le positionnement de Moser depuis, ça a été vraiment d'essayer de jouer sur ce côté. On est traditionnel, on a pratiquement 200 ans d'histoire, on fait des mouvements manuels avec des finitions traditionnelles, main, etc. Mais on est dans l'air du temps. On travaille sur les matériaux, on travaille sur les couleurs, on travaille sur des complications sans aller dans l'effet un peu pervers de faire le plus compliqué possible. On a des montres hyper compliquées, on a des montres à plus de 500 composants, mais quand tu la regardes, tu as l'impression que c'est une 3 aiguilles. Ouais. Parce que c'est une répétition minute hyper complexe, ou que c'est en chrono où tout passe par le centre, ou le calendrier perpétuel, on ne voit même pas que c'est en calendrier perpétuel. Pour certaines personnes, c'est juste une montre à date. Et ça a été notre philosophie depuis ce moment-là. Comment tu gères la spéculation sur la marque H. Moser? En termes de revente, de prix de vente ou... Ouais, mais je sais que certaines de tes montres se vendent plus cher que le prix de... Alors c'est difficile, ça fait que 2-3 ans maintenant que c'est le cas, et c'est vrai que gentiment maintenant tous nos produits se vendent se revendent au-dessus du retail. Ouais. Et je trouve ça assez dangereux, mais c'est très difficile pour nous de gérer. Aujourd'hui, c'est pas nous qui... Enfin, on a investi dans la demande. Enfin, on a investi pour faire connaître notre marque. On a essayé de faire des choses, que ce soit du marketing. Donc, plus en plus de gens nous connaissent. Et en parallèle, on a construit nos petits outils industriels. On est très intégrés. On fabrique pratiquement la totalité de nos composants en interne. Donc, tu ne peux pas du jour au lendemain dire on va doubler la capacité. Il faut y aller gentiment. On a un nouvel horloger. On va faire quelques montres en plus, etc. Nous, on fait 1500 montres, un petit peu plus, presque 2000 montres par année. On ne va pas en faire 4000 demain. Il va falloir des années pour gentiment y arriver. Donc le problème, c'est qu'entre-temps, les gens trouvent que les montres Moser, c'est cool. En plus, c'est un bon investissement. Donc ils commencent à spéculer. Donc ils en parlent à leurs amis, qui en parlent aux autres. Et tout d'un coup, on se retrouve submergé de demandes qui font que les prix continuent à monter. Donc c'est très, très, très compliqué. Aujourd'hui, mon rêve, c'est vraiment qu'on puisse... Aujourd'hui, on a dit on arrête de prendre des commandes sur pas mal de modèles parce qu'on n'est pas capable de donner une date de livraison sous 24 mois. Pour moi, la règle, c'est si on n'est pas capable de dire sur 24 mois, on ne va pas prendre une commande. On ne va pas dire à quelqu'un de payer en dépôt sur une montre qui recevra dans 3, 4 ou 5 ans. Donc, c'est la règle. On essaye d'augmenter gentiment la production, et on essaie d'être surtout extrêmement transparent sur quand est-ce que la montre sera livrée et qu'est-ce qu'on doit nos partenaires dans les marchés de faire. Au bout d'un moment, on leur dit arrêtez de prendre des commandes. Et après, on essaye surtout de... Alors, je sais que certains n'aiment pas, mais on est obligé de le faire. On a des gens qui achètent pour revendre directement.
Ouais. Et ça, si on le sait, on va éviter. Pour moi, le rêve, c'est quelqu'un qui achète pour le mettre sur un poignet, sur son poignet, et pas pour gagner dans la minute 15 000 francs, 20 000 francs. Il y a des gens qui ont déjà revendu la montre avant de la recevoir. Dernièrement, on a eu un cas de quelqu'un, et on l'a su, parce qu'il l'avait proposé à quelqu'un qu'on connaissait, il lui a dit « je reçois la montre tel jour ». On a dit on va faire en sorte qu'il ne la reçoive pas, parce que c'est pas... Voilà. Donc on essaye, mais c'est très compliqué. Mais tu vois, si Patek n'est pas capable de le faire, Rolex non plus, je ne vois pas comment Moser pourrait le faire. C'est clair que c'est des quantités beaucoup plus petites, mais on est beaucoup moins puissant. On ne va pas demander Patek, on te demande de signer des documents, on te demande ton CV, on te demande des choses comme ça. On n'est pas capable de faire ça. On va pas. Donc après, c'est aussi un peu le relationnel, le trust avec nos partenaires, leur dire faites attention, c'est pas bon pour la marque, c'est pas bon pour vous. Ce que vous voulez, c'est des gens qui vont revenir, qui vont acheter une montre, qui vont la mettre au poignet, qui vont vraiment la posséder, plutôt que celui qui veut gagner de l'argent sur votre dos. Aujourd'hui, mais tu as présenté, la marque du coup a présenté quand même des montres. Et donc, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces nouveautés? Déjà, mais il y en a une qui attire énormément mon attention, c'est celle avec le cadran en vente à blague. Mais si je ne dis pas de mémoire, mais justement dans une interview que j'ai faite avec Mathieu Stéphanie, il m'avait dit précisément qu'il allait essayer d'en avoir une et qu'il allait voir ça. Il a envoyé un message encore aujourd'hui. Oui, voilà. Oui, alors là, je peux peut-être la prendre et la présenter. C'est une montre qu'on a présentée il y a quelques semaines, mois. C'est une collaboration qu'on a fait avec une maison qui est basée à Hong Kong et New York, qui fait du prêt-à-porter, des vêtements sur mesure. Actuellement, je porte en costume justement de The Armory, notre partenaire. Et en fait, l'idée, c'est, quand on fait une collaboration, pour moi, c'est offrir en Canva pour l'expression d'entière. Okay. Et on a fait ça avec MBNF, on a fait ça avec Seconde, qui est basé à Paris. Et là, c'est une autre, il y en a une autre qui viendra plus tard dans l'année, totalement différente. Et là, l'idée, c'était de leur dire, ils voulaient quelque chose de petit. On a dit, on peut faire une center second, 38 mm, manuel. On voulait quelque chose d'extrêmement classique, très fin. Maintenant, à vous de vous exprimer. Donc, ils ont aimé le Vanta Black, qui est quelque chose qui nous possédait, mais c'est pas moi qui ai fait ce choix-là. Ils voulaient en fait recréer un esprit d'une éclipse solaire. Donc, ils ont créé leur design était de reproduire ça, et ça a extrêmement plu. Ça nous a amené une nouvelle clientèle, ça fait découvrir la marque. C'était intéressant en termes de process d'interagir avec ces gens-là qui sont plus dans la mode, dans le prêt-à-porter, plutôt presque haute couture. Et d'apprendre de leurs idées, de leur process, de l'œil. Le choix du bracelet qui est fabriqué au Japon, par exemple, c'était de longues discussions. Mais je leur ai dit, c'est à vous vraiment de choisir. Il n'y a pas de couture, il y a des éléments comme ça qui sont extrêmement importants, où peut-être eux ont une affinité que je n'ai pas. Tu vois, et ça me permet d'apprendre. De la même manière avec MBNF, quand on a fait notre collaboration, ça nous a permis de commencer à explorer la troisième dimension. Et on avait fait un tourbillon cylindrique, qui était notre premier tourbillon cylindrique, même si on est des spécialistes, on fait nos spiraux. On fabrique des spiraux pour beaucoup de marques, dont MBNF. Tu disais que tu avais interviewé Max, et c'est vrai que souvent on fait des choses incroyables, mais pour des tiers. On fait des doubles spiraux pour nous, on fait des courbes Breguet, et c'est relativement traditionnel, c'est du très très haut de gamme, mais c'est traditionnel. Et là, on a développé le cylindrique, on avait permis à d'autres marques de l'utiliser. Enfin, la plupart des marques qui font du cylindrique les achètent chez nous. On s'est dit, continuons à le faire pour nous. Donc on a utilisé dans la pièce qu'on a fait avec Max, et on a voulu continuer. Et là, on a présenté hier notre premier squelette, tourbillon cylindrique tridimensionnel. On l'appelle la tridimensionnelle parce qu'en fait, le cadran est tridimensionnel avec des index en céramique chargés en luminova. Okay. Le tourbillon est tridimensionnel parce qu'il y a le cylindre, et puis c'est en squelette, donc on a toute cette profondeur, et tout ça dans une montre relativement compacte, vu que c'est notre Pioneer qui est en 42,8 et qui se porte très très bien. Moi j'ai un tout petit poignet, et c'est extrêmement élégant. On voulait une montre un peu sport, mais assez avec beaucoup de caractère. Ça c'est vrai. Et une aussi qui a particulièrement... un cadran qui m'a particulièrement marqué aussi, c'est cette montre-là. Qui est un cadran magnifique, mais un vert un peu... Alors, on est connu quand même pour les cadrans, Moser pour ses cadrans. Au point où on enlève, fumés. Voilà, on a enlevé notre logo qu'on voit là, on l'a enlevé de tous nos cadrans, parce qu'on considère qu'une montre, son design doit être la signature de la montre. On doit pouvoir la reconnaître de par ses éléments, par des codes qui sont propres à la marque. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis de nombreuses années. On a de moins en moins de logos sur nos cadrans. Et quand on le met maintenant on le met en transparent. D'accord. Quand c'est pas une série limitée, il est transparent. Mais il y en a beaucoup où il y a rien. Et donc on veut continuer. On voit maintenant beaucoup de marques s'inspirer de nos cadrans fumés. Il faut continuer à pousser les limites. Et là, comme on aime la tradition, on s'est orienté vers quelque chose qui est plus traditionnel, qui est en fait les cadrans émail. Et c'est en émail vitreux, en fait, donc transparent. Et là, l'idée, c'est qu'on a une plaque d'or qui est martelée.
Et cet effet donc martelé avec ces différents niveaux est recouvert ensuite par 3 émaux, 3 pigments de verre différents avec des poudres qu'on ajuste pour créer ce dégradé. Et ensuite on passe ce cadran 12 fois dans le four pour fixer la couleur. Et ça donne cet effet de... Enfin, c'est magnifique. Enfin, on joue avec la... Je ne sais pas si on le verra sur la caméra, mais on a des reflets dans tous les sens, une vraie profondeur de cadran, une vraie structure. Et là, on est sur quelque chose qui paraît super simple. C'est une 3 aiguilles. Ouais. On a un petit code dessus qui est une aiguille violette parce que c'est notre code acier, ça veut dire que la boîte est en acier. Okay. Et surtout, à l'arrière, on a ce qu'on appelle le double spirale. On le voit ici, cette petite moustache bleue. C'est qu'en fait, on a un échappement très très précis qui est en fait un de nos brevets où on utilise deux spiraux sur le même échappement. Donc les deux spiraux se compensent l'imprécision d'un spirale qui est intrinsèque à sa construction parce qu'il est asymétrique. On les met en opposition de force pour créer en fait en éléments hyper précis. Mais c'est pas lié ça justement à la résonance C'est pas lié du tout à la résonance, non. C'est vraiment un effet de force opposé. Okay. Donc en fait, en spirale, quand il est attaché par 2 points, un au centre et un à l'extérieur. Ouais. Et quand il se déploie, de par ces deux points qui sont pas concentriques, il se déploie de manière asymétrique. Et il a tendance à tirer sur l'axe qui crée des frottements. Donc nous, l'idée, ça a été d'en mettre 2 en opposition de face. Donc au même moment, comme on fabrique nos spiraux nous-mêmes, on peut faire des spiraux quasi identiques. Et ce qui veut dire que quand ils se déploient, ils sont en opposition de phase. Et ils tirent des 2 côtés en même temps avec la même force. Bah oui. Donc la résultante est nulle. Et ce qui fait qu'en fait, en théorie, si les spiraux sont exactement identiques, on a le mouvement parfait. Alors c'est la théorie. Bien sûr, il y a toujours... là, on parle de précision. Quand on fabrique en spirale, on est au 5 centièmes de micron. 500, ah ouais. Donc c'est très très petit. C'est très petit, voilà. Et des petites erreurs de quelques dixièmes de micron font des minutes de différence par jour en termes de précision. Donc c'est l'horlogerie suisse. C'est l'horlogerie suisse. Et donc on va passer aussi, là on va rester sur un cadre en verre, mais il y a aussi cette montre-là. Streamliner, que je porte. Voilà, ça c'est un projet c'est la même, ouais. C'est un projet qui nous a pris pas mal de temps. C'était vraiment d'entrer dans le segment qu'on appelle le bracelet acier intégré. Okay. Alors c'est vrai que ça a été initié dans les années 70 par Janta. Beaucoup de design se rapprochent parce que ça a été le créateur des icônes, que sont la Royal Oak, la Nautilus, l'ingénieur d'IWC, voilà, la Laureato, etc. Et donc le problème pour une marque comme la nôtre, c'est que, comme je l'ai dit au début, c'est difficile de faire quelque chose qui ressemble. On a voulu créer quelque chose de différent et on est parti là, ça a été un process assez long jusqu'à qu'on s'arrête sur le bracelet. Pour moi, la clé, ça a été le bracelet. Quand on a défini ce bracelet monolink, qu'on voit un peu presque reptilien, ça nous a permis vraiment, c'est quelque chose d'hyper confortable, même sur des petits poignets comme le mien, ça permet une montre même en 42,3 sur la plus grande, bien sûr. On a le chrono, le QP, de vraiment être hyper confortable. Ça, c'est un QP ? Ça, c'est un QP, voilà. Ça, c'est un QP. Ah ouais, ok. Qu'on voit très minimaliste. Et donc on est parti ça avec une boîte en coussin, également très confortable. Moi j'aime les montres de forme. On a parlé de la Swiss Alpwatch, c'était la première montre de forme qu'on avait faite. Et là c'est donc là on est sur un QP seconde au centre, hyper minimaliste. On a la petite aiguille au centre qui permet d'indiquer le mois. Et je pense que c'est le plus incroyable des QP parce qu'à minuit, la date change instantanément et on peut aller en avant, en arrière à n'importe quel moment. Donc on ne peut pas casser. Alors qu'en calendrier perpétuel, normalement, il faut faire très attention. Parce que si on joue avec la date à mauvaise heure, tu détruis tout et ça te coûte 6 000 € et ensuite il faut attendre 6 mois pour recevoir ça c'est clair. Je vous prendrai des plans du mouvement, mais c'est vrai que le mouvement est très on est sur des nouveaux codes pour les mouvements des montres entre guillemets sportives, donc sur acier. On est sur de l'anthracite et toute la collection va évoluer dans cette direction-là. Mais comment vois-tu Moser, mais la marque d'ici quelques années ? Bon, je pense qu'on a établi des codes esthétiques et fonctionnels assez clairs, donc on va continuer à se développer là-dedans. C'est clair qu'on va pousser les barrières de nos limites, par exemple continuer à évoluer dans les squelettes,
trouver des autres moyens de continuer à faire développer nos cadrans, trouver des nouvelles fonctions, trouver des nouveaux matériaux. On travaille beaucoup sur les matériaux. On a présenté ici en concept d'une montre complètement Vanta Black qui disparaît, qui est totalement invisible. Mais on travaille sur beaucoup de projets comme ça, même avec des universités aux États-Unis ou à Singapour, sur des choses assez intéressantes. Là, l'idée, c'était de présenter le futur de l'horlogerie. Peut-être dans 5 ans, il y aura des choses dans cette direction, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. On essaie toujours avec Moser d'essayer, quand des gens viennent dans un salon comme celui-là, pas simplement leur montrer la montre qui sera disponible dans les magasins d'ici 3 à 6 mois. Essayer de montrer un peu notre vision de l'horlogerie. On parlait de la montre au fromage, on a fait une montre en plante qui poussait quand on voulait parler de tout ce qui était lié à la sustainability. Et là, donc, on a cette montre Vanta Black où quand les gens arrivent devant le display, ils ne la voient pas. Elle a totalement disparu. C'est vrai. Il faut aller se mettre sous un angle pour voir la forme apparaître. En fait, on utilise un matériau qui est une nanotechnologie utilisée dans l'aérospatial. C'est le qui noir. fait qu'en fait, il disparaît. La troisième dimension disparaît. Comme sur ce cadran-là. Jusqu'à présent, on peut l'utiliser que sur les cadrans, mais on est en train de regarder à des manières d'utiliser ces matériaux sur d'autres structures. Et à terme, j'espère pouvoir la porter au poignet. Ah ouais, mais donc avoir une montre archi noire, mais qu'on ne voit... On la verra, en théorie, encore une fois. Après, là, le problème, c'est dès qu'il y a un peu de la poussière, on commence à l'apercevoir. C'est pour ça qu'on a mis les aiguilles, pour que les gens quand même voient qu'il y a quelque chose. Donc on n'a pas mis les aiguilles en Vanta Black, mais on a l'impression que les aiguilles volent dans l'air. Ouais. Il y en a qui m'ont dit, mais il y a un petit fil. J'ai dit, non, mais regardez de côté, en fait, il y a une montre. Et c'est assez spectaculaire. Et je pense que même porter une montre de ce style, et même ça doit faire quelque chose, quoi. Mais un noir aussi profond. Ah ouais, c'est le noir le plus noir. En fait, c'est une structure qui est grise, pour être honnête. Et quand les photons de la lumière entrent dans la structure, ils ne ressortent pas. Donc en fait, la structure ne reflète rien. Donc on a rien qui revient vers nous. Et quand on prend une photo, ce matin il y a des gens qui disaient mais j'arrive pas à la photographier. C'est normal, il n'y a pas de focus. C'est comme si on essayait de photographier un trou noir. Donc c'est marrant. Et l'œil il ne comprend pas, le cerveau il regarde. Non. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe mais comment je dois voir ça merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Et dites-nous ce que vous pensez de ces nouveautés, de ces quelques nouveautés qu'on vous a présentées et de la manufacture H. Moser. Merci Edouard en tout cas. Avec plaisir et puis une autre fois peut-être à Chafouz. On a aussi un magnifique musée, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on travaille avec la famille Moser. On a une fondation qui permet de promouvoir l'histoire de Moser en général et on a un magnifique musée dans le château qui a 150 ans de Monsieur Moser. Donc j'invite, si vous passez à Chafouz, de venir nous voir. Avec plaisir en tout cas et puis à bientôt. À bientôt, merci.